L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires.
et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer, mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Il est temps de te dégourdir les jambes et de faire une promenade dans le parc. Le soleil brille et tu profites de ce beau temps et de la vie en général. C'est là que tu aperçois un nuage vertical qui grandit rapidement. D'un blanc éclatant au début, il s'approche à une vitesse alarmante, se densifiant et prenant une couleur d'encre. Le ciel s'assombrit et une rafale de vent fait s'envoler ton chapeau. Et puis tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. C'est le moment de courir pour sauver ta vie. Tu es sur le point d'être frappé par la foudre. En ce moment même, des charges positives s'élèvent dans ton corps. Elles se dirigent vers la partie de l'orage chargée négativement. Si tu ne réagis pas rapidement, ces charges opposées se rencontreront. Et cela se terminera mal pour toi. Si tu ne peux te cacher nulle part, accroupis-toi et essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Ne t'allonge pas à plat sur le sol. Il peut être humide et donc très conducteur. Il y a aussi d'autres signes qui signalent un danger pendant un orage. Tes paumes peuvent commencer à transpirer. Tu peux entendre des crépitements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Ta peau peut commencer à picoter. Tu peux sentir un étrange goût métallique dans ta bouche. Si tu n'es pas juste en train de mâcher du papier d'aluminium à ce moment-là, fais attention. De plus, tu es susceptible de sentir une odeur de chlore. C'est l'ozone.
Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz formant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. Tu peux la sentir pendant un orage parce que les courants descendants la font descendre des hautes altitudes jusqu'au niveau de ton nez. Tu peux savoir à quel point un orage est proche en mesurant le temps entre le moment où tu as vu un éclair et celui où tu entends le tonnerre. 3 secondes représentent environ 1 kilomètre. Le ciel au-dessus de ta tête s'assombrit et prend une teinte verte inquiétante. Quelque chose te frappe sur la joue. Aïe! Ça fait mal! Tu ramasses l'objet en question, c'est un énorme grêlon. Mais il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut même pas. Tu remarques que tout est calme, tranquille, il n'y a pas le moindre brin de vent. Cela te fait penser au calme avant la tempête. Et en effet, tu entends bientôt du bruit. Il s'approche rapidement et se transforme en un grand rugissement, comme si un train de marchandises se dirigeait droit vers toi. Seulement, ce n'est pas un train, c'est une tornade et tu n'as presque pas le temps de t'échapper. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais impossible de confondre cette colonne d'air en rotation avec quoi que ce soit d'autre. Si la tornade te surprend sur la route, éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Cela évitera que le véhicule ne soit projeté vers toi. Trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Si tu es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et réfugie-toi sous terre si possible. Maintenant, tu es au bord de la mer. Tu te promènes sur le rivage et tu profites d'une légère brise. Soudain, le sol se met à trembler sous tes pieds. Ce doit être un tremblement de terre. La prochaine bizarrerie que tu remarques est l'eau qui se retire sur la plage à une vitesse folle. Elle dévoile derrière elle le fond de l'océan, les récifs et même les poissons. C'est alors que tu entends un grondement lointain. C'est un tsunami et tu n'as que quelques minutes pour sauver ta vie. Dirige-toi immédiatement vers un point élevé. Une vague géante se dirige déjà vers le rivage. Ce n'est pas la seule façon dont un tsunami peut s'abattre sur toi. Il ne vient pas nécessairement s'écraser contre le rivage comme une série de vagues énormes. Un tsunami peut ressembler à une marée montante très rapide. Il va généralement de pair avec de fortes turbulences sous-marines. Il entraîne les gens sous la surface de l'eau et projette des objets lourds dans toutes les directions. Tu peux aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami arrive. Ton chien est agité. Il gratte la porte d'entrée, arpente l'appartement et essaie de se cacher dans un recoin. Habituellement calme et docile, le toutou hurle et aboie à présent. La météo est complètement détraquée depuis plusieurs jours. Il fait anormalement chaud un jour et froid le lendemain. De plus, tu as remarqué que le ruisseau près de ta maison s'agite de plus en plus, bouillonnant à mesure qu'il passe. Ce n'est que lorsque les verres commencent à teinter dans ton armoire que tu réalises ce que cela signifie. Le cliquetis est produit par les secousses préliminaires, de minuscules tremblements de terre menant à l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en série. S'il y a plusieurs tremblements de terre faibles, il est possible qu'un tremblement de terre beaucoup plus important se prépare. Un peu avant la catastrophe, tu pourrais remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent venir du sol, d'autres semblent flotter dans les airs, immobiles. Il s'agit de ce qu'on appelle les lumières sismiques. Émises par les roches soumises à de fortes contraintes, elles peuvent être vues des jours ou des secondes avant que le sol ne commence à trembler. Toutefois, certains experts doutent de l'existence de ces lumières sismiques. Si tu penses qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire et qu'il y a un poisson-chat dans ton aquarium, fais attention à son comportement. Les scientifiques ont prouvé que cette espèce peut réagir au tremblement de terre en avance. Les poissons deviennent agités lorsque l'activité sismique est élevée. De même, certains insectes peuvent sentir venir une tempête. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en arrêtant tout mouvement. C'est pourquoi si tu remarques que beaucoup d'insectes autour de toi ont l'air apathiques, cherche vite un abri. Quant aux abeilles, elles peuvent prédire les fortes pluies. Elles commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Les vagues carrées se produisent lorsque deux configurations de houle différentes se percutent. Ce phénomène a l'air génial, mais seulement si tu le regardes depuis le rivage. Ne pense même pas à te mettre à l'eau pour jouer dans de telles vagues. Les courants transversaux peuvent facilement t'entraîner sous la surface, même si tu es un bon nageur. Et si tu vois des vagues agitées transportant des débris et des algues, reste aussi hors de l'eau. Cela peut être le signe d'un fort courant de retour. Il pourrait t'emporter loin au large. Si tu vois une substance verte et malodorante à la surface d'un lac ou d'une mer, ne t'approche pas de l'eau. Il peut s'agir d'une prolifération d'algues dangereuses. Tu ne seras pas capable de dire si elles sont toxiques ou non au premier regard. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas s'en approcher. 3 à 4 jours avant l'arrivée d'un ouragan, la surface de la mer ou de l'océan peut gonfler jusqu'à 2 mètres de haut. Les vagues frappent le rivage toutes les 9 secondes.
Plus l'ouragan est proche, plus les vagues s'écrasent rapidement contre le rivage. Elles sont aussi plus hautes, parfois jusqu'à 5 mètres. Le ciel est parsemé de nuages légers et duveteux. Environ 36 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, la pression atmosphérique commence à baisser. Après cela, le vent accélère. Des nuages étirés, ressemblant à des cheveux, apparaissent dans le ciel. 18 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, le ciel s'ouvre et il commence à pleuvoir. L'eau de pluie inonde souvent les zones de basse altitude, atteignant jusqu'à 4,5 mètres. 12 heures avant l'ouragan, un puissant coup de vent commence à apporter des débris. 6 heures avant que l'ouragan ne touche terre, la vitesse du vent est déjà de 145 km/h. Il est assez fort pour briser et même déraciner des arbres, projeter de gros débris et retourner des voitures. Au fait, mettons que tu sois en train de naviguer et qu'il y ait des requins qui tournent autour de ton bateau. Garde un œil sur eux. Si les prédateurs te laissent soudainement tranquille et se dirigent vers les eaux profondes, cela peut signifier qu'un ouragan se rapproche. Retourne sur la terre ferme aussi vite que possible et préviens tes proches. Si pendant une période de forte pluie tu entends un bruit de grondement, il peut s'agir d'une crue soudaine qui se déplace dans ta direction. Si tu es près d'une rivière à ce moment-là, tu pourrais voir des débris descendre avec le courant. L'eau peut changer de couleur et devenir plus boueuse et plus sombre. Ces signes devraient te mettre en garde contre les dangers qui te guettent. Si ton intuition est bonne, tu n'as pas de temps à perdre. Essaie de t'éloigner de cet endroit aussi vite que tu le peux. Les crues éclairs sont souvent mortelles. Si tu es dans la nature, fais attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si elle baisse ou monte rapidement, cela peut être le signe qu'un glissement de terrain est sur le point de se produire. Et si tu vois l'eau devenir boueuse, n'attends pas d'autres signes. Quitte la zone immédiatement. Quand tu penses à un volcan, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit ? Des torrents de lave rouge et chaude qui se déversent sur un immense monticule ? De sombres nuages de cendres qui s'élèvent dans le ciel ? Peut-être penses-tu à une source d'eau chaude pour te relaxer ? Ah, c'est bien. Nous imaginons tous une chose commune, une montagne en forme de cône qui se profile à l'horizon. Mais elle peut être aussi verte et luxuriante que n'importe quelle autre montagne. Au sommet, bien sûr, il y a un trou géant, c'est comme une ouverture qui descend vers le bas. À l'intérieur, il y a de la lave et des gaz qui vrombissent vers l'extérieur. La lave est tellement chaude que si tu te tenais au sommet du volcan et regardais en bas, ton visage serait aussi rouge que cette roche liquide qui coule. Une éruption volcanique n'est jamais sans conséquences pour nous, et je ne parle pas seulement des gens qui vivent à proximité. Les impacts se font généralement sentir à l'échelle mondiale aussi. Les avions ne peuvent pas voler pendant un certain temps à cause de la couche de cendres qui se dégage dans l'air. Sans compter qu'il est peut-être carrément un peu difficile de respirer. Il y a du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et bien d'autres gaz toxiques dont les noms te ramènent immédiatement à ton cours de chimie au lycée. C'est drôle, mais en fait, la plupart des nuages qui sortent d'un volcan sont juste de l'eau, sous forme de vapeur bien sûr, vu les températures hallucinantes. Mais avant qu'un volcan n'entre en éruption, il passe par différentes étapes, comme un adolescent angoissé. D'abord, le magma, c'est-à-dire la lave avant qu'elle n'entre en éruption à la surface et change de nom, commence à se déplacer sous le volcan. Cela provoque des tremblements de terre qui s'aggravent et deviennent plus dangereux avec le temps. Ensuite, de la vapeur et différents gaz commencent à jaillir des trous présents dans la croûte terrestre. Notre Terre ressemble alors à une bouilloire à thé sur le point de siffler. Lorsque les émissions de gaz et les tremblements de terre deviennent plus importants, cela signifie généralement que le volcan est sur le point d'exploser. Mais ces premières étapes peuvent prendre des années avant qu'une éruption n'arrive vraiment. Ensuite, le magma commence à s'accumuler. Avec toujours plus de pression, il commence à préparer sa grande évasion. Il est difficile de s'en apercevoir si l'on ne dispose pas du matériel adéquat. C'est le travail des scientifiques et heureusement, ils nous protègent. Le volcan devient donc de plus en plus actif. Les cendres commencent à sortir et à se répandre dans l'air, créant ainsi des nuages de mauvais augure qui vont transformer le jour en nuit. Avec l'accumulation de magma, l'éruption devient imminente. Alors, boum! La surface cède sous la pression qui s'exerce en dessous. Le magma fait sa grande sortie. C'est maintenant de la lave qui jaillit du sommet et qui s'écoule sur les flancs de la montagne. Rien de tout cela n'est super plaisant, n'est-ce pas ? Et si cela ne s'était jamais produit ? Et s'il n'y avait jamais eu de volcan du tout ? La Terre serait-elle toujours la même ? Pas du tout. Si les volcans n'avaient jamais existé, il n'y aurait pas d'atmosphère. Quand notre planète n'était encore qu'un bébé, ce sont les gaz volcaniques qui ont créé la bulle protectrice qui nous permet, à toi et à moi, de respirer aujourd'hui. Ils ont également joué un grand rôle dans le façonnement de la Terre et des océans. Il y a 4 milliards d'années, la Terre était encore en formation. Elle ne ressemblait en rien au globe bleu que nous connaissons aujourd'hui.
Il était rouge et chaud, et l'eau était emprisonnée sous la croûte. Ce n'est que lorsque la surface a commencé à se refroidir et à se solidifier que l'eau a finalement pu s'échapper. Les volcans ont agi comme une sorte de fissure dans le tissu de notre planète. La vapeur d'eau s'est condensée dans l'atmosphère et est retombée sous forme de pluie. Il a plu pendant si longtemps que la troisième planète en provenance du Soleil a commencé à se transformer en la boule bleue que nous connaissons désormais. En fait, il existe même une théorie selon laquelle toute l'eau sur Terre provient de volcans. Et sans eau, bien sûr, la vie n'aurait pas pu se former. La formation des terres est passée par un processus similaire. Tu vois, notre planète était un endroit assez rude au moment de sa création. C'était une surface en fusion avec des champs de lave, des éruptions volcaniques constantes et des roches spatiales qui l'impactaient constamment. Tout cela car il n'y avait pas d'atmosphère pour la protéger. Quand elle a commencé à se refroidir, une bonne et solide surface s'est formée. Mais la matière chaude en dessous était encore en ébullition et elle continuait à monter. La croûte se déplaçait et formait d'épaisses couches avec le matériau qui montait. Avec le temps, ces couches sont devenues permanentes. Les éruptions volcaniques se poursuivaient, mais la première masse terrestre s'était enfin formée. Ok, nous allons parler de la meilleure partie des volcans, l'atmosphère. Et s'il cessait d'entrer en éruption maintenant que nous avons obtenu notre cher bouclier protecteur qui nous permet de respirer? Oh non, ne parle pas de malheur. Pour commencer, les volcans créent les sols les plus fertiles. Autour de Naples, tu as le célèbre mont Vésuve. La qualité du sol est incroyablement riche ici, et cela grâce à deux énormes éruptions volcaniques. L'une s'est produite il y a 35 000 ans et l'autre il y a 12 000 ans. Bien sûr, ces volcans ont causé beaucoup de dégâts sur le moment, mais à long terme, ils ont permis de fertiliser les sols. Aujourd'hui, dans cette région, on cultive toutes sortes d'agrumes, d'olives, de raisins, de cerises et bien sûr, l'aliment de base des Italiens, la tomate. Il n'y aurait rien de tout cela sans la richesse du sol volcanique, et Naples n'est pas le seul exemple de ce genre. Les bactéries, les premiers organismes vivants, vivaient dans l'eau chaude. Les scientifiques ont découvert des micro-organismes fossilisés datant de plus de 4 milliards d'années. Elles ont prospéré dans les cheminées hydrothermales. Ce sont des fissures dans le fond marin, et elles se trouvent généralement près des endroits volcaniques qui sont actifs. Cela signifie que sans les volcans, nous n'aurions ni terre ni eau et que les premières formes de vie n'auraient sans doute pas pu apparaître pour évoluer jusqu'aux créatures que nous connaissons aujourd'hui. La vie aurait-elle pu se développer sur Terre sans ces montagnes explosives? J'en doute. Ok, c'est noté, nous leur devons donc notre atmosphère et la vie. Alors disons que les volcans ont cessé d'entrer en éruption de nos jours. On a déjà tiré tous nos avantages des volcans. Ok, parfait. Mais tout de même, revenons en arrière pour comprendre ce qui s'est passé il y a si longtemps. Au début, il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. C'était un supercontinent entouré d'un seul et unique superocéan. L'activité volcanique s'était finalement calmée, et cela voulait dire que toute l'énergie allait s'accumuler sous la croûte terrestre. Voici un petit schéma. Tout d'abord, nous avons le noyau intérieur de la Terre. Ensuite, il y a le noyau externe. Ensuite, nous avons des courants de convection. Le magma vient après. Ensuite, la croûte océanique. Et tout en haut, nous avons notre océan et notre croûte continentale. La raison pour laquelle la Pangée s'est finalement séparée en deux continents distincts est due à la tectonique des plaques. Ce n'est pas comme si la croûte était en un seul morceau. Elle est divisée en gros morceaux ou plaques qui sont toujours en mouvement. Et tout cela est encore en mouvement aujourd'hui. Oui, la Terre sur laquelle tu te trouves en ce moment même surfe en quelque sorte sur cette couche de courant de convection. C'est un processus lent, donc ce n'est pas comme si tu pouvais le sentir. La Pangée ne s'est pas désintégrée d'un seul coup, il a fallu des dizaines de millions d'années. Lorsque les plaques se déplacent, elles provoquent des tremblements de terre et une activité volcanique. Elles créent aussi des montagnes. C'est bénéfique pour notre planète aussi, car la Terre peut ainsi en quelque sorte renouveler sa vieille croûte. S'il n'y avait pas d'activité volcanique de nos jours, la pression sous la croûte terrestre continuerait de s'accumuler. Cette pression atteindrait un point d'ébullition que les continents ne pourraient plus supporter. Et avec le temps, ils commenceraient à se diviser en masses plus nombreuses et plus petites. Les volcans nous sont donc encore utiles de nos jours. D'une part, ils refroidissent notre atmosphère. Leur éruption libère du gaz sulfureux. Celui-ci se combine avec l'eau de notre atmosphère et la refroidit à son niveau le plus bas. C'est là que nous vivons et respirons. La chaleur qu'ils dégagent est également très utile. Les centrales géothermiques exploitent l'énergie provenant des profondeurs de la Terre et transforment cette chaleur en vapeur. Nous utilisons ensuite cette vapeur et la transformons en électricité. C'est notamment le cas pour nos amis de la Nouvelle-Zélande et de l'Islande, car ils vivent dans des endroits où les températures souterraines sont très élevées.
Les matériaux volcaniques peuvent aussi être transformés en blocs pour la construction. On peut les broyer pour en faire du ciment. Si on veut, on peut même chercher dans les volcans des minéraux précieux comme l'or, le cuivre et le soufre. Et qui pourrait oublier les sources d'eau chaude ? Le tourisme dans des endroits comme Yellowstone et l'Islande ne seraient même pas les mêmes sans elles. Et qui n'a jamais rêvé de faire trempette dans ces incroyables baignoires naturelles délicieusement chaudes ? Tu as donc compris que les volcans ne sont pas si mauvais après tout. Sans eux, notre belle Terre ne serait pas ce qu'elle est.